parmi ces indices des éléments semblables à celles mesurées dans les astéroïdes. Et ça, c'est le principe d'actualisme. Maintenant, on peut trouver des astéroïdes, on connaît les roches lunaires, d'autres planètes qui venaient, etc., et leur nature. C'est-à-dire, on peut faire des comparaisons et on peut trouver les choses qu'on a trouvées dans ces météorites qui sont semblables à celles mesurées sur les couches finies crétacées. Par exemple, la présence de quartz choqué. Il y a une résistance de quartz. Mais pour avoir un quartz qui est choqué, il ne peut se former que par l'impact de météorites. Il n'y a pas seulement ça, la présence de spinels. Les spinels, ce sont des oxydes de métaux dont le degré d'oxydation indique la formation en altitude dans des zones qui sont en altitude. Et si on le trouve en altitude, alors ils ont été formés par l'ablation. Ablation, c'est-à-dire on détruit un petit morceau, comme si je fais un petit morceau que je vais détruire, etc. Je vais ablayer un petit morceau de la Terre et on ne peut pas faire cet ablation sans impact météorique. C'est-à-dire l'astéroïde, lorsqu'il vient sur la planète Terre, vient avec une vitesse, une chaleur, une grande température. Donc automatiquement, lorsqu'il touche avec la planète, il va user la planète, il va prendre un morceau de la planète, etc., avec cette vitesse, etc. Il va laisser des quartz choqués, il va laisser des choses. On ne peut pas avoir, sauf d'un matériel qui est extraterrestre. La présence de micro-diamants ne peut provenir que du manteau terrestre. Le diamant, on le connaît dans le manteau. Le manteau, c'est des dizaines de kilomètres en profondeur de la Terre. Alors, si je trouve certains diamants en surface et il n'y avait pas de tectonique, il n'y avait pas de compression, etc., on peut avoir des microdiamants par ablation. Ablation, la météorite, elle s'enfonce de plus en plus haut, c'est-à-dire on pourra avoir ces microdiamants. La découverte de dépôts due à des tsunamis. Il y avait des tsunamis. Il y avait des vagues gigantesques, c'est-à-dire qu'il y avait des séismes qui sont dus à un impact météorique. C'est normal. La météorite, lorsqu'elle tombe, ça bascule un peu la croûte terrestre. Automatiquement, le milieu marin, il y aura des séismes. Des séismes, il va nous donner des grandes vagues, ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cours l'année dernière de géodynamique externe. Et ces grandes vagues, ils vont provoquer des tsunamis. Les grandes vagues, ils vont acquérir les zones continentales, alors plusieurs espèces vont disparaître. Et il y a aussi la découverte d'un astroblème. Un astroblème, c'est-à-dire le cratère d'impact. Ce cratère d'impact de taille, de localisation, et surtout, sont en corrélation parfaite avec celle qu'on a supposée pour une telle hypothèse. Et ce cratère, il a été trouvé en Amérique du Sud. Selon cette théorie, l'impact, situé au niveau de la péninsule de Mexique, et là, ils ont trouvé le grand cratère, qu'est-ce qu'il a entraîné? La formation d'une onde de choc. C'est-à-dire, je frappe là, et une onde de choc, c'est comme on prend un tapis et on commence à faire ce mouvement, en forme des chocs. Des mouvements sous forme de vagues. Et cette action-là, plus on s'éloigne, plus le choc, il est de moindre importance. Mais là, la force, c'est-à-dire dans la péninsule de Mexique, là, c'est là où il y avait le plus grand impact. Mais plus toute la planète Terre, elle a ressenti cet impact. La formation de cette onde de choc avec des vents qui se déplaçaient à plus de 20 km par seconde au niveau de l'impact. Alors, il y avait des vents. S'il y avait des vents, des espèces vont disparaître. Des vents, je ne parle pas des vents qu'on voit actuellement, des petits vents, mais des vents avec des vitesses
qui atteignent 20 km par seconde. Puis, par un phénomène d'appel d'air et le vent qui fait un demi-tour. C'est-à-dire, il faut imaginer les pauvres dinosaures. Un vent qui venait par-ci, par-là, 20 km. Où se cacher? Oh, ils n'auraient même pas le temps pour chercher de la nourriture, de se reposer. L'embrasement de l'atmosphère. L'atmosphère par l'échauffement des particules projetées dans l'air. Le volcanisme. En plus des particules projetées dans l'air après l'impact, donc il y a un embrasement du climat. On estime que la température, peut-être, elle a fait une montée de plus de 40 degrés dans un bref temps. C'est-à-dire un réchauffement climatique planétaire et brutal. Ces régions nuageuses, les nuages, ont été affectés par cet effet. Sous l'effet de certaines chaleurs, les incendies ont ravagé les principales forêts. Alors, l'impact, il peut provoquer des incendies. Et puis le volcanisme, etc. Le réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire les forêts vont disparaître. Et la principale source de nourriture des êtres vivants, c'est les forêts. L'empoisonnement de l'atmosphère, c'est normal, parce qu'il y avait de l'iridium radioactif, le nickel, chrome, mercure, etc. Imaginez tout ça. Vous connaissez Hiroshima, une petite bombe atomique, elle a fait beaucoup de dégâts dans des communautés qui sont très grandes dans une région donnée, avec un petit peu de plutonium. Ça, c'est le nucléaire. Alors, il faut imaginer l'action d'une météorite de 100 km de diamètre. Automatiquement, d'autres gaz, le CO2, ils ont provoqué de la pluie acide. Alors, les pauvres dinosaures, ces pauvres dinosaures, il y a le vent, empoisonnement des climats, le nickel, mercure, etc. Et en plus, le CO2, des pluies acides qui vont tomber, ce n'est pas des pluies normales, très acides. Où est-ce qu'ils vont se cacher? Le vent qui a fait demi-tour, l'opacité de l'atmosphère durant plusieurs mois, l'atmosphère qui devient opaque, la nuit tout le temps. Il est où le soleil? Il est où la photosynthèse? Et pendant plusieurs mois, pas pendant plusieurs heures. Suspension de poussière, des particules, etc., provoquant de longues nuits sur toute la planète et empêchant cette photosynthèse. Donc, automatiquement, les espèces n'ont pas pu résister, que ce soit celles de grande taille, les gigantesques, que ce soit en milieu marin, que ce soit en milieu continental. Mais ça, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais il y avait plusieurs autres hypothèses qui tentent non pas d'expliquer cette crise, mais qui apportent des éléments qui sont conjugués à l'impact météorique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement l'impact météorique, mais il y avait des éléments qui ont aidé et qui étaient synchrones et en même période que l'impact météorique. Et qui pourraient expliquer l'ampleur, c'est l'amplitude, c'est la force, la grandeur de la crise. C'est le cas du volcanisme intense observé en Inde. C'est ce qu'on appelle les trappes de Décan. Donc, si on voit l'Inde, le décan volcanique, c'est en rose, regardez. Ça, c'est l'Inde. C'est presque à peu près 40% de la superficie de l'Inde, c'est un matériel volcanique. Alors, il faut imaginer ce volcanisme, comment il était. Ce n'est pas un simple volcanisme, ce n'est pas les petits volcans
qu'on a vécu à Tim Hadit il y a 3 millions d'années. Au Maroc, ce n'est pas le petit volcan d'Etna, en Sicile, en Italie, etc. Ce n'est pas la cordillère des Andes, le volcanisme de la cordillère des Andes, mais là, c'est très grand en ce qui concerne la superficie. Ces trappes de Décan se trouvent à l'ouest de l'Inde, à cheval avec les États de Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, qui sont principalement, ce sont des zones indiennes, mais sont très connues géologiquement, principalement dans le site de Rajasthan. La majeure partie des 500 000 kilomètres carrés, l'espace de cette grande province forme un plateau relevé à l'ouest où il forme ce qu'on appelle les Ghats occidentaux. Dans la partie septentrionale, c'est-à-dire dans la partie nord et dans la péninsule de Kathiawar, les trappes forment les plaines entrecoupées. Mais ce que vous allez prendre là, l'essentiel, que pour montrer qu'il y avait d'autres facteurs qui ont été conjugués au premier suspect, المتهم الأول اللي هو la météorite. المتهم الثاني اللي كان كيعاون la météorite, le deuxième suspect, c'est le volcanisme. Chaque coulée, 10 à 50 mètres d'épaisseur, voire parfois il peut atteindre les 150 mètres d'épaisseur. Sur 500 000 kilomètres carrés, il faut imaginer. C'est-à-dire, l'empilement, il atteint 2400 mètres. 2400 mètres d'empilement de roches volcaniques, de magma. Et tout ce matériel, il a été émis par ces trappes de Décan. 2400 mètres, il faut imaginer, parfois on n'atteint pas des altitudes à 2400 mètres. Il faut voir dans les atlas marocains pour voir des altitudes et des grandes chaînes de montagnes d'altitude par rapport au niveau marin. Alors il faut imaginer, sur 500 000 kilomètres. Alors il faut calculer le volume. Et chaque volume, chaque morceau de terre, il a été émis par ce volcanisme. Il est très important. Les trappes de Décan se sont formées, et donc il y a 60 à 65 millions d'années. Et c'est-à-dire ils sont contemporains en même temps que l'impact météorique. Ils sont constitués d'un empilement de lacs, c'est-à-dire le volume, il peut atteindre 2 millions de kilomètres carrés. Ils reposent sur les terrains granitiques, les gneiss, etc., du bouclier du précambrien de la région. Les raisons de la formation et le mode de leur formation sont encore mal connus par les scientifiques, mais ils sont d'accord sur le début et sur la gravité et sur l'épaisseur et sur la puissance de ces matériaux qui ont été émis en surface. Les épisodes éruptifs, ils ont duré plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Le sous-continent indien en train de suivre le mouvement vers le nord de la plaque indienne. C'est-à-dire, il y avait toujours ce maintien de la dérive des continents. Donc, peut-être les trappes auraient cessé une fois qu'ils n'étaient pas situés à l'aplomb du point chaud, les points chauds que vous avez vus aux géodynamiques externes, et automatiquement, à un moment donné, ils vont s'arrêter. C'est une action de géodynamique externe cette fois-ci. Par les gaz, notamment le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, sulfure d'hydrogène, les cendres qui ont été rejetées par ces volcanismes dans l'atmosphère, les trappes de Décan ont pu combiner
à la chute de l'astéroïde qui est tombé. Ils vont jouer tous les deux un rôle important dans l'extinction Caté, ou bien l'extinction Crétacée et tertiaire. Donc, il y avait modification des climats à l'échelle mondiale, il y avait un réchauffement climatique à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, et tous les gaz qui ont été émis, ils ont provoqué une asphyxie de l'atmosphère. Cette asphyxie de l'atmosphère, d'une part, mais même le milieu marin, il a été atteint. N'oublions pas que les ammonites ont disparu. Cet haut taux de dioxyde de carbone à l'époque de l'atmosphère, il a été résorbé en 1,5 million d'années par l'altération des silicates et entraînant une élévation des températures brusques et totales de la température de 4 degrés. Maintenant, on parle de réchauffement climatique. Mais c'est un réchauffement climatique, ce n'est pas le même réchauffement climatique qu'on voit maintenant par les usines, l'émission de gaz carboniques, etc. Mais c'est un réchauffement climatique brutal par les émissions de gaz carboniques émis par les volcans. Et même les volcans actuels, ils émettent le gaz carbonique. Ils asphyxient ils augmentent la température. Ils affectent et ils provoquent l'effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre ou bien ce qu'on appelle l'ihtibas al-hawawi. Les caractéristiques, cette fois-ci, d'une crise. Les crises biologiques, ils bouleversent automatiquement les équilibres de la biosphère. Chaque crise, ils bouleversent l'équilibre de la biosphère. Ils réduisent la biodiversité, des espèces qui vont disparaître. Il y a extinction d'espèces. Mais on observe ensuite un nouveau développement de la biodiversité. La crise, disparition, mais il y a réapparition d'espèces. Il y a les espèces qui vont résister. Il y a les espèces qui vont s'adapter. Il y a les espèces qui vont se régénérer. Et il y a des espèces qui vont se néoformer, des espèces qui apparaissent, qui n'étaient pas pendant l'ère primaire, qui n'étaient pas pendant l'ère secondaire. On ne peut les trouver que pendant l'ère tertiaire, parce qu'ils ont trouvé pendant l'ère tertiaire ou bien l'ère quaternaire un climat favorable pour leur apparition. C'est ce qu'on appelle la spéciation ou bien la création de nouvelles espèces. Et donc, il y aurait libération de nouvelles niches écologiques, de nouveaux biotopes. Ainsi, dès le début du tertiaire, les mammifères, dont l'importance quantitative et la diversité étaient faibles aussi, secondaires, il y avait les mammifères secondaires, mais la densité n'était pas très importante. Pourtant, pendant le tertiaire et le quaternaire, il y a une grande diversité considérable appelée la radiation adaptative. Les isha' tatawwuri. Comme les dinosaures au secondaire, ils vont occuper les milieux variés et avec des représentants marins. Alors, les recherches actuelles, qu'est-ce qu'on essaie dans l'adaptation? Il y a des espèces, par exemple des dinosaures, il y a les marins, il y a ceux qui volent, Archaeopteryx, et on essaie de trouver, par exemple le Mésosaurus, découvert récemment au Maroc, et ce sont des grands, gigantesques marins qui ont vécu sur notre planète Terre. C'est-à-dire la problématique, c'est est-ce qu'on a passé d'une espèce à une autre par adaptation? Les reptiles, c'est les oiseaux et des intermédiaires, ceux qui occupent le milieu continental, ceux qui occupent le milieu marin. Est-ce qu'il y avait des relations de passage dans le temps en évoquant le principe du besoin crée l'organe qu'on a vu dans le chapitre d'évolution?
Le besoin crée l'organe. J'ai besoin de voler. Je vais acquérir une faculté à former des ailes. Si le climat ou l'atmosphère est empoisonné, je vais avoir une faculté à me transformer, à avoir 4 pattes. Et les 4 pattes, je vais marcher, je vais me cacher, etc. Et puis, comme les dinosaures, ils vont occuper ces différents milieux. Ainsi, une crise biologique, elle permet aux espèces survivantes de se diversifier en occupant les milieux rendus libres. De nouvelles espèces en dérivent, elles rétablissent une nouvelle biodiversité qu'on va appeler l'équilibre biologique. Les espèces, ils sont en équilibre s'ils ont des ressources pour manger, pour boire, le climat favorable. Comme on voit actuellement, on a une couche d'ozone qui nous protège tous des rayons ultraviolets. S'il n'y avait pas cette couche d'ozone, on ne peut pas vivre. On a besoin de la température, on a besoin de la chaleur, on a besoin de l'eau, on a besoin de la nourriture et on a besoin de nous reproduire pour que l'espèce ne s'arrête pas. Les extinctions massives sont généralement brutales. En observant l'évolution d'un certain nombre de taxons animaux au cours des temps géologiques, on se rend compte qu'un grand nombre s'éteint brutalement et en même temps. L'extinction, elle est brutale. On peut avoir l'apparition après cette extinction brutale de nouveaux taxons juste avant la crise, ce qui est un signe que ce groupe était encore au cours de la diversification. Vous vous souvenez, la diversification dans le 2e chapitre, spontanée, juste avant la crise, soulignant un caractère qui est brutal. Alors, la crise touche tous les milieux à l'échelle planétaire. On a vu, elle a touché, par exemple, celle la plus récente, elle a touché les dinosaures qui ont vécu dans le milieu continental. Elle a touché les ammonites qui ont vécu en milieu marin. L'extinction du Permien à l'ère primaire, il a touché tous les trilobites qui ont vécu en milieu marin. Et il a touché beaucoup de mammifères et beaucoup d'espèces de reptiles qui ont vécu en milieu continental. Alors, l'ère primaire, elle est très caractéristique par les trilobites. Mais il n'y a pas un trilobite. Il n'y a pas une trilobite au milieu continental. Les dinosaures, les dinosaures sont exclusifs de l'ère secondaire. Les ammonites sont exclusifs de l'ère secondaire. Il n'y a pas une ammonite ou bien un dinosaure à l'ère primaire, au moins jusqu'à présent. Disparition des trilobites, apparition des ammonites et des dinosaures. À la fin, au tertiaire, il n'y a ni trilobite, ni dinosaure, ni ammonites. On observe disparition égale des taxons d'animaux terrestres. La crise affecte 2 milieux, marins et continentaux. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence. Mais parfois, il y a une crise qui affecte plus le milieu continental, comme on a vu, que le milieu marin, ou bien l'inverse. Leur disparition pourrait être le reflet d'un phénomène global. Nos connaissances permettent de confirmer les 5 crises, au moins pour l'instant. Mais une chose intéressante, après la crise, les survivants, ils vont se diversifier. Après la 5e crise, par exemple, c'est l'ère tertiaire, Zamantelt. Il y aura une autre diversification. Il n'y avait pas une crise
au moins jusqu'à présent, qui a été signalé pendant l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. L'observation des taxons au cours des temps montre bien que les taxons qui ont servi, ce qu'on appelle les survivants, les HO, ont une importance quantitative en augmentation, bien sûr par fécondation, etc., et ce, dès la fin de la crise. On peut supposer que cette augmentation d'importance quantitative est due à une augmentation du nombre des espèces. Il y a donc diversification. Il y a donc apparition de nouveaux taxons animaux qui confirment le fait qu'il y avait la diversification croissante. Croissante, c'est-à-dire avec le temps. L'étude de l'évolution des taxons, elle permet toujours un pic d'extinction, succède un pic d'apparition. Toujours il y a un pic, là où il y a le maximum d'espèces qui vont s'éteindre. Et il y a un pic d'apparition, comme on a vu pendant le Cambrien, on a dit l'expansion cambrien. C'est-à-dire, là où il faisait très beau, où les conditions sont favorables, on trouve des multiplications d'espèces, etc. Et c'est la période où on dit la vie est belle, voilà, il y a beaucoup d'espèces, tout le monde mange, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de guerre, comme on voit actuellement. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas, bien sûr,